Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Smart Bourse pour cette rentrée 2025. Alors que jusqu'ici, les projecteurs étaient plutôt braqués sur les États-Unis et sur les rodomontades de Donald Trump, eh bien la planète finance s'est brutalement reconcentrée sur l'épineux cas français avec l'annonce du vote de confiance décidé par le Premier ministre François Bayrou. C'était il y a une semaine tout rond et depuis, on a déjà perdu 3,5% sur le CAC 40. Les scénarios du pire se dessinent déjà. Risque politique de dissolution, risque de pression fiscale supplémentaire, risque surtout d'immobilisme. Des conséquences directes également. Niveau d'épargne au plus haut, du côté des ménages, montée des taux peut-être, remontée des taux et puis ruée sur les valeurs refuges. C'est de tout ça qu'on va parler avec nos invités dans un instant dans Planète Marché. Donc une rentrée, on le voit, sous haute tension. On se regardera également ce qui se passe du côté des États-Unis avec un euro-dollar à 1,17, peut-être un point de rupture. En tout cas, que se passe-t-il du côté de la Fed? Que peut-on attendre sur ces marchés américains? C'est vrai qu'on a eu durant cet été également la fin des négociations sur les droits de douane. Alors voilà, 15%, c'est ce qu'on a pris. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et puis, bien sûr, dans ces conditions, on posera la question à nos invités. Comment on navigue en eau trouble? Quelle allocation privilégiée? En fin d'émission, le dernier quart d'heure, ce sera l'heure du quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en plein Labor Day. Voilà pour le sommaire de Smart Bourse, mais tout de suite, on commence avec les marchés. Tout ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui, c'est avec Pauline Grattel. Bonjour Pauline. Bonjour. Une séance plutôt calme sans Wall Street. Il faut dire que c'est un peu le 1er mai, c'est le Labor Day. C'est ça, c'est le Labor Day aujourd'hui. Donc les indices américains ont gardé porte close au début d'une semaine de l'emploi américain avec le rapport sur l'emploi du département du travail attendu vendredi. Du coup, sans Wall Street, la séance est relativement calme. Oui, quelle est la tendance justement aujourd'hui sur les indices actions notamment? En France, le CAC 40 évolue autour de l'équilibre à environ 7700 points aujourd'hui. Globalement, les grands indices européens évoluent sans tendance marquée en l'absence de Wall Street. Le DAX gagne 0,3% et le FTSE évolue autour de l'équilibre. On regarde du côté des statistiques avec un PMI manufacturier attendu pour la zone euro. Oui, pour le mois d'août, l'enquête montre une amélioration de la conjoncture pour la première fois depuis juin 2022. Le PMI manufacturier repasse la barre des 50 et sort ainsi de la zone de contraction à 50,7. Mais sur les pays étudiés, les Pays-Bas et l'Allemagne sont toujours sous les 50. Oui, et l'Allemagne en particulier. En Allemagne, l'indice atteint tout de même un sommet de 38 mois à 49,8. En France, le PMI manufacturier est repassé en zone de croissance pour la première fois depuis janvier 2023. Après 48,2 en juillet, il s'établit à 50,4 en août. On a également eu, Pauline, des chiffres du côté du chômage, du taux de chômage en zone euro. Oui, le taux de chômage s'établit à 6,2% de la population active pour le mois de juillet, comme attendu par les analystes. Le chiffre de juin a été revu en légère hausse à 6,3% après une première estimation de 6,2%. On part du côté de la Chine où l'activité manufacturière ralentit. Oui, et c'est d'ailleurs le 5e mois consécutif que l'activité manufacturière chinoise ralentit. En août, l'indice PMI s'établit ainsi à 49,4. C'est légèrement inférieur aux attentes et supérieur au chiffre de juillet. Du côté des marchés, du marché obligataire notamment, que se passe-t-il? Est-ce qu'on a un écart qui s'agrandit entre l'Allemagne, par exemple, et la France? Non, le spread franco-allemand tourne toujours autour de 80 points de base. En Europe, le rendement allemand à 10 ans s'établit aujourd'hui à 2,75% et le rendement français de même échéance évolue entre 3,50 et 3,55%. Enfin, sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite aujourd'hui à 1,1720 environ. On va en parler dans un instant. Côté entreprise, on voit que le secteur automobile reprend du poil de la bête. Oui, le CAC 40 est soutenu par Renault et Stellantis qui gagnent environ 1,5% au cours de la séance. Les immatriculations en France ont progressé de plus de 2% en août en rythme annuel. Dans le détail, les immatriculations de Renault sont en hausse de 2,3% et celles de Stellantis de 1,7%. Voilà, c'est les plus belles hausses de la journée et c'est pas terrible. Allez, ce qui nous amène à conclure sur l'agenda, quel sera le programme de demain? Les investisseurs prendront connaissance demain de l'ISM manufacturier américain du mois d'août ainsi que de la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro en août qui devrait progresser de 2% sur un an selon les prévisions. Merci Pauline, voilà pour les marchés. Justement, on s'intéresse tout de suite à Planète Marché avec nos invités.
Planète Marché, comme tous les soirs dans Smart Bourse, 3 invités autour du plateau, 3 invités éminents. On est en compagnie de Mabrouk Chetouane. Bonjour Mabrouk. Bonjour Fabrice. Champion de l'élégance Mabrouk. Head of Global Market Strategy chez Natixis IM. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Elias Galou. Bonjour Elias. Bonjour Fabrice. Stratégiste d'investissement global, Bank of America, Global Research. Bienvenue. Merci beaucoup. Et puis Andrew Etherington, Head of Multi-Asset Total Return chez AXA IM, désormais dans le giron du groupe BNP Paribas AM. Bonjour Andrew. Bonsoir Fabrice. Messieurs, on démarre avec ce risque politique. On en parle depuis une semaine et les marchés qui ont été plutôt secoués par cette nouvelle. On l'a vu en tout cas pendant toute cette semaine. Mabrouk, quelle est votre réaction? C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une rentrée plus tranquille et puis patatras, on voit ce risque politique français pour une fois qui revient sur le devant de la scène. Faites bien d'insister sur le côté français. C'est un risque politique extrêmement localisé, donc on n'est pas du tout sur finalement un risque politique global ou majeur. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est, je pense qu'on l'a rappelé à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois, les marchés se sont habitués à peu près tout. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est habitué à une guerre, on s'est habitué à Donald Trump, et avec toutes ces, entre guillemets, toutes ces sorties, toutes ces inventions, toutes ces, effectivement, taxes. Et donc, on voit bien que cela n'empêche pas, quelque part, les marchés de continuer, peu ou prou, leur rythme de croisière. Et donc, je pense que, finalement, cette probable, hypothétique, on va dire, dissolution ou même vote de non-confiance en quelque sorte pour le gouvernement Bayrou, Oui. Ne constitue pas en fait la chute, voilà, merci, ne constitue pas une surprise en quelque sorte puisqu'on a déjà été confronté à la fois au même épisode en juin dernier et avec également la démission du gouvernement Barnier en décembre dernier. Donc tout ceci ne constitue pas une surprise, le marché a déjà vu en quelque sorte. Et quand vous regardez en fait la réaction même on parlait du spread, effectivement de l'écart de taux entre les taux allemands et les taux français, effectivement en juin 24 on a eu une très grande effectivement réaction, plus modéré finalement en décembre avec justement la confiance non accordée finalement au gouvernement Barnier. Et là, on pense que globalement, de nouveau, on va se retrouver dans un épisode de volatilité, certes, mais pas non plus de dérapage ou de sortie de route des marchés. Et il y a un point extrêmement important, me semble-t-il, qu'il convient de rappeler, c'est que depuis la dissolution, avec la remontée des taux, qui est totalement justifiée par ailleurs, Oui. En fait, la dette française, on avait la crainte qu'elle soit effectivement, on peut dire, en désamour vis-à-vis des investisseurs, puisque risque politique, on n'y voit pas grand-chose, c'est le chaos, c'est confus. On a dit qu'elle était plus chère que la dette grecque à un moment. Oui, mais bon, ça, c'est une comparaison qui est complètement fallacieuse, en fait, en réalité. Ce qu'il convient de regarder, c'est la dynamique. Et en fait, il y a des pays qui parviennent à réduire leur stock de dette, il y a des pays qui parviennent à réduire ce fameux ratio dette sur PIB. Oui. La France, le Royaume-Uni, on en parlera peut-être plus tard, en sont totalement incapables. Et pourquoi comparons effectivement la France avec l'Italie et en disant, regardez, l'Italie va bientôt emprunter à moins cher que la France? C'est normal, l'Italie a fait les efforts. La France n'a pas fait d'efforts. Ouais, et c'est un petit peu désolant. Alors on va continuer le tour de table et on reviendra sur les taux tout à l'heure. Elias Galou, quel est votre regard là aussi? Certains disent que c'est quand même un petit peu désolant de voir ce chute gouvernement Bayrou comme une chronique d'une mort annoncée finalement. Je pense que ce qui est frappant avec la France, il y a le cas français, il y a le cas sur les marchés obligataires mondiaux. On voit la tendance de long terme qui se déroule depuis quand même plusieurs années. C'est la remontée des taux longs sur l'ensemble des pays avancés. Ça a d'abord été le cas pour les États-Unis, c'est le cas en Europe, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que même le Japon, qui était vraiment l'ancre en fait des taux bas depuis le début du 21e siècle, on voit que même les taux japonais de long terme ont beaucoup augmenté, qui sont aujourd'hui au plus haut depuis la grande crise financière de 2008-2009. Ce qui est particulier avec la France, pour peut-être compléter Mabrouk, c'est ce qui se produit sur la courbe des taux. Et là, le bas blesse un petit peu, puisque lorsqu'on voit, par exemple, la courbe des taux, c'est-à-dire l'écart entre les taux longs et les taux courts, oui. Ce qu'on voit, c'est que la France, si vous regardez l'écart entre les taux 30 ans et les taux 5 ans, eh bien la courbe des taux, la plus pentue qui soit dans les pays développés, c'est bien la courbe des taux française. Et là, on voit où c'est un point où le marché est beaucoup plus inquiet vis-à-vis de la France. Tu citais tout à l'heure le Royaume-Uni. Depuis le début de l'année, dans mon équipe, Bank of America Global Research, je dis toujours, il faut regarder le Royaume-Uni comme étant un peu le signe avant-coureur et le marché sur lequel les bond vigilantes vont
taper. Ouais. Et aujourd'hui, lorsque je vois la courbe des taux française, elle est plus pentue que la courbe des taux britanniques, qui montre bien que la France commence à devenir vraiment le mauvais élève de l'ensemble des pays développés. Ouais, le Royaume-Uni, on entend beaucoup parler là sur les médias avec l'épisode Liz Truss, qui avait essayé de faire passer son paquet un petit peu compliqué. Et bon, elle avait dû démissionner au bout d'une quarantaine de jours. Je crois que je parle sous votre contrôle, Andrew. Alors justement, quel est votre regard, vous aussi, sur cette séquence de rentrée qui rebat les cartes, en tout cas, pour le paysage de l'investissement en France? Certes, il y a quelques particularités avec le comportement de la courbe de l'OAT suite à l'incertitude qui s'est accrue, mais en même temps, on savait déjà en début de l'été qu'à la rentrée, ça allait être un peu mouvementé. Ça a été déjà annoncé par l'opposition et donc, quelque part, le Premier ministre a été mis un peu d'huile sur le feu déjà. Donc, oui. Mais l'ensemble des courbes long terme à l'échelle mondiale sont en train de se pontifier. Il y a probablement un petit peu plus de stress sur la partie très longue en Europe, en France, parce qu'il y a un changement de législation aux Pays-Bas, qui est un des grands porteurs sur la partie très longue de la courbe. Et la France a été toujours en présence très importante, parce que l'OAT est depuis quand même quelques décennies la référence de liquidité, de profondeur et de marché très évolué. Donc, c'est normal, quand il y a un peu de désarroi, un peu de stress, que les acheteurs, surtout étrangers, se reculent. Néanmoins, dans les premières séances après l'annonce par le Premier ministre de sa vote de confiance le 8 septembre, on a vu des flux étrangers, notamment japonais, qui étaient présents sur ce parti très long de la courbe, ce qui n'était pas le cas depuis un moment. Et je crois que ça se reflète plutôt le resserrement avec les taux italiens, et qu'aujourd'hui, il y a moins à jouer là. Et la France a été depuis très longtemps une référence dans la matière. Donc, je suis moins inquiet que peut-être les médias aimeraient communiquer pour l'instant. Oui. Parce que les fondamentaux n'ont pas changé. Mais quel est votre regard, par exemple, sur... c'est vrai que si on regarde le problème, donc le Premier ministre, dans sa conférence de presse, le rappelait, 3 350 milliards de dettes. On cherche finalement 44 milliards sur un budget assez conséquent. On pourrait les trouver. Et ça paraît inconcevable qu'on arrive à se mettre d'accord. Alors, est-ce que c'est une équation impossible ? Non, mais ce n'est pas une question impossible. Chaque pays a ses propres problèmes de dette qu'ils ont cumulés depuis très longtemps. Vous avez très bien cité le cas de la Grande-Bretagne, qui n'a pas la même économie qu'ici, qui n'ont pas le même système de retraite et autres, mais qui n'ont jamais réabsorbé le choc qui a été créé par un gouvernement de droite, sachant qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement de gauche. Donc, il y a une continuité dans le désarroi un peu des investisseurs internationaux. Je crois que la situation de la France est sous stress. Est-ce que ça s'est dégradé de manière notable depuis le début de l'été ? Pas vraiment beaucoup, parce que l'écart de rendement avec l'Allemagne, comme vous avez cité, c'est écarté d'une dizaine de BP. On fait ça d'une journée avec un peu de vol sur le marché. Donc, pour l'instant, je suis pas de stress énorme, en tout cas. C'est un projet à longue date. C'est clair que ça va être fait avec la négociation des deux côtés, qui va avoir les mesures magiques. Ce ne serait pas fait dans l'année, ce ne serait pas fait dans une quinquennat. On l'a dit tout à l'heure, Mabrouk, on est en plein Labor Day aux États-Unis. C'est un peu l'équivalent du 1er mai, les jours fériés. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Certains devaient disparaître. Pour vous, c'est pas le sujet d'avoir un ou 2 jours. Non, c'est ridicule en fait comme débat. C'est pas ça qui va restaurer la croissance. En fait, globalement, il y a plusieurs aspects. Parce qu'en fait, la croissance, c'est quand même de l'investissement et de la productivité, en fait. Et c'est pas, entre guillemets, en faisant de la mesurette. En fait, le problème en France, c'est qu'on fait tout le temps de la mesure, de la demi-mesure, entre guillemets. On ne va pas jusqu'au bout des mesures. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'on aborde toujours la question de la dette à travers un seul prisme, celui de la réduction de la dépense, mais jamais à travers la génération de plus de recettes par le canal de la croissance ou par le canal de l'investissement. Ce qui est un drame absolu. Pourquoi on ne questionne pas les 36 000 milliards de dettes aux États-Unis ? Tout simplement parce qu'en fait, il y a de la croissance.
personne ne discute aujourd'hui de la capacité des États-Unis à faire de la croissance. En revanche, je ne serai pas aussi effectivement sombre, comme vous l'avez indiqué, sur notamment la dette française. Il y a un point qu'il faut regarder de manière très attentive, et l'agence France Trésor nous donne les données, c'est de quelle manière effectivement les investisseurs vont se porter, vont s'exposer sur la dette française. Et en fait, on se rend compte que les taux qui montent, ça donne effectivement plus de rendement, et en fait, ça attire des investisseurs. La dette française est sursouscrite à hauteur de un facteur 3, alors qu'elle était historiquement un facteur de 2. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus attractive, paradoxalement, parce qu'elle paye plus. Elle paye plus. Et donc, qui va penser un quart de milliardième de seconde que finalement la France va faire défaut? On a quand même un bouclier absolu qui s'appelle la BCE, qui empêchera effectivement toute forme de dislocation de la zone euro, pour un pays d'ailleurs aussi important que la France. Et donc, globalement, quand vous avez des taux français de l'OAT qui payent 3,50, vous êtes un assureur, vous êtes effectivement un investisseur de long terme, vous allez acheter. Et donc, globalement, c'est pour ça que je ne suis pas inquiet sur la capacité finalement de l'État français à emprunter. Il faut arrêter effectivement avec les Cassandres qui prêchent effectivement des malheurs à tous les coins de rue. En revanche, effectivement, il convient à un moment donné de restaurer notre crédibilité. Donc on ne peut pas effectivement continuer comme ça à vouloir détruire, entre guillemets, l'appareil social, etc. en France, sans pour autant générer plus de croissance. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Et c'est ce que peuvent sanctionner les marchés. Et pourtant, nos investissements, ils sont là. On a 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis le Covid, et on a l'impression que ce n'est pas tellement productif. Contrairement aux États-Unis, on a l'impression que c'est de la mauvaise dette. Mais c'est de la mauvaise dette. Le mauvais cholestérol est là. Ah oui, complètement. Alors là, pour le coup, les Américains sont gavés, entre guillemets, de bon cholestérol, et là, tout va bien pour eux. Et nous, on n'a que du mauvais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a utilisé la dette pour un point notamment, c'est faire du contrôle des prix, remplir des réservoirs de SUV effectivement pendant effectivement la crise énergétique. Tout ceci finalement ne sert strictement à rien. Et donc du coup, il est là le problème. Quand Joe Biden décide effectivement d'utiliser massivement la dette pour pouvoir relancer l'économie américaine par le canal de l'investissement, tout en incitant fiscalement les entreprises, c'est ce qu'on appelle un sans faute, un perfect en quelque sorte. Et là, en France, on est très très loin de pouvoir mener ces politiques effectivement de relance macroéconomique par le canal de l'investissement. Il n'empêche pas de perdre les élections derrière, Monsieur Biden. Oui, mais ce qui compte, c'est le résultat sur la croissance. Et là-dessus, c'est pas mal. Son successeur peut s'en enorgueillir. Il veut continuer d'ailleurs. On avait abordé ça dans quelques instants. Elias, juste pour terminer justement sur... on disait à l'instant, finalement, pas d'inquiétude sur notre dette. Au contraire, on va en profiter. Les investisseurs étrangers se disent peut-être c'est une aubaine, finalement l'OAT à 3,5 ou même un peu plus, ce que vous nous disiez tout à l'heure. En fait, la grande chance de la France, c'est surtout l'euro. C'est ça, la grande différence, par exemple, au Royaume-Uni. En fait, lorsque les investisseurs veulent pénaliser une économie, un marché en particulier, il y a 3 axes. Le marché actions, le marché obligations et le marché des devises. Par exemple, vous mentionniez tout à l'heure le moment Liz Truss au Royaume-Uni. Oui. Ce qui avait vraiment fait peur aux investisseurs britanniques, c'était la vitesse à laquelle on assistait en même temps à une dépréciation de la pound sterling avec une hausse, une remontée des taux longs britanniques, qui avait conduit la Bank of England, la Banque d'Angleterre à l'époque, à changer son cap par rapport à la politique d'assouplissement quantitatif. Aujourd'hui, la chance de la France, c'est l'euro. On est dans un contexte où l'euro s'apprécie, je dirais plus un dollar qui se déprécie, qui permet à l'euro de s'apprécier. Et ça rassure énormément les investisseurs étrangers, dont les Japonais, puisque lorsqu'ils achètent la dette française, c'est une dette qui est dénominée en euros. Et ça, c'est une grande chance. Ça veut dire qu'on aurait été en franc français, là on se faisait torpiller. Je pense que le franc français aurait souffert, mais l'autre grande chance de la France, et c'est pour ça en fait que ce contexte politique en France, il intervient dans un contexte géopolitique qui favorise la France, puisqu'on a aussi de l'autre côté une politique, un thème de long terme qui est le réarmement de l'Europe. Et ça conduit l'ensemble des taux souverains sans risque, l'Allemagne, les Pays-Bas, plus haut. Et donc, à remonter mécaniquement. Ça réduit en fait la vélocité de la remontée des taux français. Donc 2 thèmes, la dépréciation du dollar, la hausse de l'euro, le réarmement de l'Europe, qui sont vraiment des coussins par rapport à l'écartement de la dette française. Très bien. Andrew Etherington, en entendant Elias et Mabrouk, on a l'impression que bad news égale good news, finalement, pour la France. C'est-à-dire cette dette qui augmente, on va continuer comme ça à pouvoir peut-être, alors j'espère pas la gabegie, qu'à un moment on va quand même arrêter et puis trouver peut-être un gouvernement, c'est peut-être pas dans les semaines à venir. Là aussi, c'est la vision des investisseurs là que vous parlez tout à l'heure des Japonais. Je dirais pas que bad news is good news, mais c'est une opportunité. Ouais. C'est qu'il y a encore de l'épargne qui a besoin d'être placée. On a beaucoup d'épargne, vous l'avez cité en introduction, on a un problème, en fait, le problème en Europe aujourd'hui, c'est le problème de l'épargne.
et où la placer, ou plutôt pourquoi il n'est pas dépensé. Parce que là, il y a un problème de croissance en Europe, c'est que les ménages sont catégoriques, ils ne veulent pas dépenser. On a entendu plus de % pour Stellantis et Renault, très bien, mais on sort d'une période terrible pour la conso, pour l'investissement des ménages. Et je crois que la clé, c'est comment est-ce qu'on va libérer ces esprits animaliers, je sais pas comment animaux, des ménages qui sont assis sur les tombereaux d'épargne dans certaines parties de l'économie. C'est vrai qu'on est à quasiment 20% d'épargne, 19%. Exactement. Et on avait dit l'année dernière, la clé de cela, ce serait la baisse du prix de l'énergie et la confiance d'une fin des hostilités en Ukraine. Et puis l'investissement en Allemagne, surtout, qui va être déclenché. Pour l'instant, on est en attente. Ouais. Ce qui fait que le BCE aussi. Et peut-être là, c'est pas terrible. Ouais. Et alors, on a justement, si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, là, voilà, des États-Unis qui sont en pleine forme, en tout cas au niveau boursier. On est à nouveau sur des records. On a vu ce trou d'air avec la hausse des tarifs présumés début avril. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Ça y est, on est peu ou prou arrivé à un certain nombre d'accords sur les tarifs. Qu'en est-il aujourd'hui ? On voit en tout cas que celui qui a été le plus pénalisé, finalement, c'est le billet vert, qui a perdu peu ou prou 10 à 15%. On est à 1,17 aujourd'hui. Est-ce que c'est un point de rupture ? Je crois qu'il y a certains gouverneurs de la BCE qui se sont émus, qui ont dit attention, à 1,20, entre 1,17 et 1,20, c'est encore tolérable, mais ensuite, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Mavrouk, chez toi. Compliqué de quel point de vue finalement, puisque quelque part le souci avec un euro trop fort, serait effectivement de pénaliser nos exportations qui a priori sont déjà entre guillemets pénalisées par des tarifs douaniers. Donc effectivement ça c'est un peu problématique, mais globalement en fait le sujet n'est pas là. On a déjà vu en fait des épisodes où l'euro était bien plus entre guillemets cher finalement qu'il ne l'est actuellement, et pour autant finalement ce qui est encore une fois permis même à l'industrie allemande de continuer d'exporter et d'avoir un surplus extérieur tout à fait titanesque, c'était encore une fois sa compétitivité. Donc en fait, on s'attarde toujours à chaque fois sur, entre guillemets, des espèces de points de passage à 1,17, etc. C'est un seuil peut-être psychologique, mais globalement, ça ne change pas vraiment la donne. En fait, en réalité, on a un dollar qui se déprécie très bien, on a un euro qui s'apprécie très bien. Ça reflète par ailleurs des réalités macroéconomiques. On a aussi une économie européenne malgré tout. On le disait en introduction, on a des indicateurs économiques qui ne sont pas si détériorés que ça en Europe. Et donc finalement, il est normal de voir la devise européenne s'apprécier. L'économie américaine a perdu, on est passé quand même de quasiment 3% de croissance à moins de 2%. Donc en fait, on a quand même un ralentissement très net. Et qui dit finalement économie plus faible, dit à un moment donné ajustement également sur la devise. Alors on a beaucoup entendu parler de ces histoires de dédollarisation, de désaffection même vis-à-vis des actifs américains. Et moi je pense qu'honnêtement rien n'a changé sur le plan fondamental. On est juste sur une fluctuation. Le dollar a été excessivement cher lors de l'élection effectivement de Monsieur Trump, du président Trump, puisque une espèce de confiance, une espèce de boulevard finalement d'euphorie qui a propulsé en fait le dollar à des niveaux complètement stellaires. Et là, on recorrige en quelque sorte, on revient vers des niveaux qui sont, on va dire, un peu plus en phase avec l'économie américaine. Une banque centrale qui baisse les taux, une croissance qui ralentit, une devise qui se déprécie. Alors justement, la baisse des taux, elle est prévue, elle est anticipée. On parle beaucoup de mi-septembre. Jay Powell l'a fait entendre au symposium de Jackson Hole. Elias Gallou, on attend cette première baisse des taux du côté de la Fed ? Les marchés associent une probabilité de 87%. Précis ça. 87% pour une baisse des taux le 17 septembre prochain. Effectivement, M. Powell a ouvert la porte. C'est pour faire plaisir à Trump qui fait ça ? Parce que de toute façon, son mandat, on le dit, se termine fin mai 2026. Tout à fait. Et là, il sera remplacé quoi qu'il en... Tout à fait. En tout cas, ce que les marchés aujourd'hui, on parlait de l'incertitude qui domine depuis quand même le début de l'année. Les marchés sont aujourd'hui certains qu'en mai 2026, on aura un changement de leadership de la Fed. Et je pense que c'est cette éventualité, ce scénario que les marchés sont en train de pricer, de trader depuis plusieurs mois. On sait qu'à partir de mai 2026, le remplaçant sera beaucoup plus enclin à adopter une politique monétaire plutôt souple par rapport à ce que... Dovish, c'est-à-dire que les taux pourraient baisser. Ce que vous nous dites, c'est que 9 mois en avance, déjà, on price le fait que demain, il y aura un gouverneur peut-être plus accommodant. On price ça, enfin, plusieurs actifs price cela. D'accord. Si vous voyez l'or aujourd'hui,
le fait que l'or soit la classe d'actifs qui a le mieux performé depuis 2 ans par rapport aux actions, par rapport aux obligations, ça price justement un changement dans la perception de l'institution américaine, à la fois l'institution de Washington DC par rapport à la politique fiscale, mais aussi l'institution de la Fed. En revanche, de l'autre côté, ce que vous voyez, c'est le dollar. Lorsque les taux longs montent et que le dollar se déprécie, c'est très rare. On voit très rarement ce genre de cas de figure. C'est très typique des pays émergents. Pourtant, on l'a vu notamment au mois d'avril. Donc le marché, en tout cas une partie du marché, il price justement un scénario dans lequel la crédibilité de la Banque centrale américaine pourrait être remis en cause. Je termine crédibilité ou indépendance? Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Je termine juste avec l'enquête. Vous savez, à Bank of America, on a une enquête qui s'appelle la Global Fund Manager Survey qui pose des questions à peu près 200 à 300 investisseurs institutionnels. Ça capture entre 500 et 1000 milliards d'actifs sous gestion. On leur a demandé justement, est-ce que vous anticipez un changement de politique monétaire à partir de l'an prochain? On avait une majorité nette qui disait qu'ils anticipaient soit la Fed allait faire recours à yield curve control, c'est-à-dire pour ancrer les taux à long terme, soit au QI, à l'assouplissement quantitatif à partir de l'an prochain. Ce qui dénote énormément, et je pense que les actions aujourd'hui, le fait qu'on a à la fois le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones au plus haut historique, ça anticipe une politique monétaire beaucoup plus souple à partir de 2026. Oui, c'est vrai que pour les grands indices, puis même les indices des petites valeurs aussi, qui a bien performé durant cet été aux États-Unis. Andrew, justement, sur la Fed, perte d'indépendance, on disait, perte de crédibilité, pour vous? Ou plutôt bonne nouvelle pour les investisseurs qui peuvent se réjouir finalement de non, je ne suis pas sûr que s'il y a une perte de crédibilité ou d'indépendance, c'est bon augure pour les investisseurs. Parce que quand les taux ils montent sur le parti long terme, il va falloir quelque chose, un petit repli sur les actions pour équilibrer cette relation. Déjà, comme vous dites, on est déjà assez cher sur les actions, sur la high yield, relative à ce que le taux qu'on arrive à avoir sur un taux 10 ans US. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier que oui, il y a une pression pour changer le ton de la Fed. Ça va changer avec celui qui va être nommé à la place de Powell, mais c'est une majorité qui vote. Donc, je suis probablement plus inquiet par ce qui se passe avec les Cook, qui est attaqué personnellement par l'administration sans pour l'instant des preuves. Et qui réclame sa démission. Elle est censée être virée, mais bon, elle a décidé de résister. Si elle passe, déjà, on peut dire qu'il y aura un problème des attaques sur les présidents des banques régionaux qui votent. Et ça serait beaucoup plus dangereux. Pour l'instant, je crois que la Fed, à l'instar de Jay Powell, de son discours l'a lourdement applaudi lorsque le symposium à Jackson Hole. La Fed va répondre à la data qu'ils vont avoir et néanmoins, on a le vendredi le NFP qui est la série le plus volatile, le plus révisé qui existe aux États-Unis. Donc, je ne suis pas sûr qu'on est à la fin de la Fed, leur indépendance. Ils sont sous pression. Je ne crois pas que l'institution va céder tout de suite, et tant mieux, parce que s'ils cèdent, ce serait beaucoup plus compliqué pour nos actifs soit risqués. Ouais, on va voir avec ce chiffre du chômage, de toute façon que M. Trump a l'habitude de casser le thermomètre aussi, quand les chiffres ne lui prennent pas, il révoque comme ça les gens. Il vire celui le porteur de mauvaises nouvelles. Il pourrait virer effectivement celui qu'il a fraîchement nommé, donc si jamais les chiffres ne sont pas bons, il est capable de tout. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette histoire d'indépendance, ça renvoie effectivement à un point aussi très important, c'est qu'à un moment donné, on connaît tous le mandat dual de la Fed, c'est-à-dire il y a un objectif effectivement de plein emploi, un objectif d'inflation. Et ça veut dire quoi au fond? Dire on a une Fed qui ferait, comme on dit dans les vieux livres en macroéconomie, du seigneuriage, c'est-à-dire en gros financer le seigneur, financer effectivement la dette, puisqu'il s'agit de ça en fait au bout du compte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une Fed non indépendante pour pouvoir effectivement être au service de la dette publique?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on devra abandonner, ou peut-être temporairement, ou de manière permanente, en fait, l'objectif d'inflation. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire, à un moment donné, on tolérera davantage d'inflation, parce que l'inflation, ça arrange parfaitement les acteurs endettés, dont l'État, et puis, globalement, ça veut dire plus d'instabilité dans le système. Et on retrouverait finalement un régime macroéconomique qui avait disparu depuis, finalement, le début, milieu des années 90, avec l'avènement de l'indépendance des banques centrales, qui est une forme de stabilité, en quelque sorte. Bien évidemment, stabilité ne veut pas dire absence de crise. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais là, finalement, quand on compare finalement le régime de volatilité macroéconomique, la vol du cycle, elle a considérablement baissé parce que les banques centrales sont capables effectivement de lisser ce dernier. Si vous supprimez effectivement cet objectif d'inflation, du moins ce paramètre d'inflation dans la fonction de réaction, vous vous exposez de facto à davantage de volatilité. Alors certains diront effectivement que c'est top pour la gestion active, puisque ça veut dire que globalement, au fond, plus de volatilité égale plus d'opportunités. À un moment donné, il faut savoir naviguer en eau trouble, et plus l'eau devient trouble, plus ça devient compliqué, y compris pour tout le monde. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse effectivement se féliciter d'avoir la plus puissante banque centrale et l'institution qui est quelque part garante de la stabilité financière du monde et du système financier global, être de moins en moins indépendante et attaquée de la sorte. Ouais, être à la solde peut-être du président, effectivement. Après, peut-être orienté uniquement emploi, mais ça, c'est vrai qu'il y a d'autres composantes que la Fed, bien évidemment. Elias, justement, sur ce point, vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous dit? Il nous reste, on aborde le dernier quart d'heure là pour parler aussi dans ces conditions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients en cette rentrée? Donc, ils sont à juste titre inquiets, notamment s'il y a des solutions, s'il y a des nouvelles mesures, pas très sympathiques de la part des extrêmes. On imagine déjà les propositions. Il y a une sorte d'inquiétude là. Qu'est-ce qui remonte du terrain, entre guillemets? Ce qui remonte du terrain, c'est globalement, en fait, pour les investisseurs actions, c'est la valorisation des indices boursiers actions américains. Puisque sur différentes mesures, quand vous voyez par exemple le price to book, ou que l'on voit par exemple les anticipations de profit par rapport au prix, on est à peu près dans le marché le plus cher qui soit des 100 dernières années. On a passé, par exemple, sur la valorisation price to book, les points hauts de 1929 et de 2000. C'est un marché qui est extrêmement cher. Et on sait que lorsque, pour les investisseurs de long terme, acheter un marché, ou le S&P 500, l'indice boursier américain, à ce niveau de valorisation, l'anticipation de profit que sur l'investissement, il est d'à peu près moins 1%. Donc ça donne pas très envie d'y aller. L'inquiétude, elle est là. Ouais. De l'autre côté, je pense qu'il faut regarder les thèmes de long terme. Quel est le principal thème de long terme qui pousse cette valorisation vers le haut? C'est l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on est face en fait à des mastodontes qu'on appelle les 7 magnifiques ou les Big Ten AI, avec si on inclut d'autres entreprises, qui n'ont jamais généré autant de profits dans l'histoire des marchés. Et c'est ça qui est difficile de naviguer. Pour le moment, le thème qui est clair, c'est que les investisseurs restent dans ce principe qu'on a appelé « anything but bonds », c'est-à-dire on ne veut pas toucher aux obligations d'État puisque les États sont en train de devenir un actif risqué. En revanche, on fait confiance aux entreprises. C'est pour ça qu'on achète leurs actions et c'est surtout pour ça qu'on achète leurs obligations. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que des entreprises telles que Microsoft, qui est un peu le gold standard, l'étalon or sur les marchés des obligations d'entreprise, on peut assister à des spreads, des écarts entre le taux Microsoft et le taux de l'État américain qui vont devenir négatifs. Et d'ailleurs, les entreprises, quand elles ont de l'argent, elles n'achètent pas des obligations d'État. Elles préfèrent investir dans leurs propres titres en général via réduction de titres. Andrew, qu'est-ce qu'on fait dans cette rentrée là, la France, des investisseurs vous regarde, vous écoute, motif d'inquiétude, mais également, vous l'avez dit, motif de stabilité, en tout cas au niveau international. Il y a peut-être moins. Mais au fond, il n'y a pas tant d'inquiétude que ça. Certes, les valorisations sont difficiles, mais alors difficile, on dit, excusez-moi, je fais une parenthèse, Elias, parce que tout à l'heure vous avez dit, c'est vrai, peut-être ceux qui sont sous-investis se disent, mince, c'est pas un bon point d'entrée. En revanche, quand on est au plus haut, ça veut dire que tout le monde est en train de gagner de l'argent. Donc les investisseurs qui étaient un peu traumatisés, on se souvient début avril, avec cette chute des marchés, aujourd'hui, ils sont quand même plutôt contents. Comme d'habitude, dans une situation pareille, c'est la diversification qui prime. Donc d'abord, ce que nous sommes en train de faire, c'est dédier un peu de nos investissements en dehors des États-Unis vers l'Europe. L'Europe n'est pas en elle-même pas chère par rapport à son historique, mais relative aux États-Unis.
c'est clair, et qu'on a vu comme le value a très bien performé en Europe depuis quelques mois. Donc, l'Europe est intéressante. La Chine offre encore, surtout en tech, des opportunités pour les investisseurs qui peuvent supporter un peu plus de volatilité, parce qu'on a vu que leur marché, même si la Chine est le meilleur marché boursier depuis 2 ans, en dehors de Zambie, mais on n'est pas tous exposés à ça. Oui. Mais c'est porteur. La Chine a fait un très bon été. C'est exact. Mais l'Europe aussi. Et il faut voir le value en Europe a été un bon site de performance. Après, nos actifs dollars, comme vous avez dit, Mabrouk, il n'y a pas de sortie des États-Unis. Par contre, il y a du hedge. Et ça va continuer. Je ne vois pas pourquoi ça va s'arrêter. Donc, nous avons augmenté nos hedges contre le dollar cet été. Il y a un moment où ça va coûter trop cher pour faire, mais pour l'instant, c'est tout à fait raisonnable vu la volatilité du marché des actions. S'il y a un petit... un peu plus compliqué, ce serait bien d'avoir... Parce que je ne suis pas sûr que le dollar va apporter ce qui était historiquement son valeur de refuge. Ce n'est pas ça ce qu'on a vu depuis avril. Un peu, on avait cité la Grande-Bretagne aussi, un autre pays où les taux montent à la partie longue et la devise, il part dans l'autre sens. Donc, il y a les valeurs de refuge en Europe. Je crois que le marché allemand obligataire offre toujours une valeur solide, avec une dette sur PIB de l'ordre de 60%. Ils peuvent en dépenser pas mal d'argent dans les années à venir sans que leur ratio de dette se dégrade d'une manière comparable aux autres pays en Europe. Donc, le valeur refuge est là. Puis alors, je ne me prononce pas trop sur l'or parce que ce n'est pas un actif sur lequel j'ai beaucoup de... Valeur refuge par excellence. En tout cas, là, ça continue à progresser encore aujourd'hui. Je crois qu'on est pratiquement sur des records à $3 470 l'once. Sur les marchés américains, petite parenthèse également, c'est vrai que pour un investisseur européen, certes, on a beaucoup monté en valeur absolue, mais c'est vrai que si on repart en devise, là, comme il y a cet effet devise dont on vient de parler, finalement, c'est pas si exceptionnel. Il fallait peut-être mieux rester sur l'Europe. Alors, il y a plusieurs aspects sur l'Europe. Alors, c'est très hétérogène, comme d'habitude, l'Europe. Vous avez à la fois des marchés espagnols, italiens qui ont délivré une performance, on va dire, tout à fait spectaculaire, avec bien évidemment cette pente de la courbe qui aide beaucoup le secteur prépondérant dans ces indices, à savoir le secteur bancaire. Oui. Donc ça, effectivement, il n'y a pas de raison que ça change. La pente, elle est toujours là, elle va rester. Et puis, a priori, donc ça va continuer. Et puis, juste un point, l'Espagne, quand vous regardez la trajectoire, la vitesse en fait, à laquelle ça croît aussi vite que les États-Unis. Donc, c'est qu'ils sont en plein boom. L'Espagne, c'est tout à fait stupéfiant. Il y a de l'investissement, de la croissance. Alors bon, certains diront que oui, c'est du tourisme, mais pas que. Il y a aussi d'autres choses. Et puis, il y a quand même une économie, un marché boursier qui délivre. Donc, et ça vient pas de nulle part. La confiance d'investisseurs dans la capacité de l'Espagne, des entreprises espagnoles, à délivrer effectivement du revenu, elle est quand même là. Et quand vous regardez la révision de la croissance des bénéfices, il y a un seul pays où ça monte finalement dans le quatuor finalement des pays européens, c'est l'Espagne. Donc, puis le reste, ça baisse. Donc, la France est encore un autre problème. Donc, il y a effectivement faire un peu la part des choses au sein de l'Europe, ne pas tout acheter parce que c'est très facile effectivement d'acheter le Stock 600 ou l'Eurostock 50 et puis dire on attend de voir. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Et on l'avait dit, on l'a évoqué brièvement, les petites capitalisations. Donc, et notamment les moyennes en fait. C'est surtout celles-ci qui présentent le plus d'intérêt à mon sens. Alors, les petites finalement sont exposées à des vents contraires qui peuvent effectivement les bloquer, les tarifs, etc. Il y a quand même plusieurs facteurs quand même anxiogènes qui peuvent à un moment donné pénaliser leur activité. En revanche, les mid-cap, donc les valeurs de taille moyenne, elles, quand vous regardez leur parcours, elles bénéficient finalement d'un cosme finalement macro qui n'est pas si mauvais que ça en Europe. Au contraire, on a quelques faisceaux qui nous indiquent que c'est en train de s'améliorer de manière graduelle. D'une politique monétaire qui a fait le job en délivrant plusieurs baisses de taux, en assouplissant les conditions financières, et qui, à mon sens, encore de l'espace pour pouvoir le faire, même si effectivement on prétend... Les moyennes valeurs seraient à regarder. Le parcours boursier finalement est déjà spectaculaire, mais il y a encore de la place quand on voit effectivement part de très bas quand même. Le massacre ça a été. Ça fait 7 ans qu'on nous dit c'est le réveil. Pour un investisseur européen, vous l'avez bien dit, aller s'exposer sur le marché américain avec un dollar fluctuant et donc c'est problématique finalement d'aller protéger de la performance et dépenser tout ça en prime de protection.
peut-être regarder effectivement ce qui se passe en Europe. Et puis, je reviens au sempiternel, la dette, effectivement, d'entreprise, je suis entièrement d'accord, ça paye, ça protège. Puis la dette d'État, ça se regarde aussi en diversification, finalement. Ça permet, là encore, d'embarquer du carry, du portage dans son portefeuille à des niveaux de taux d'intérêt qui se regardent parfaitement. Ouais. Elias, c'est vrai que sur l'Europe, en tout cas, on a dit, les bons élèves, en tout cas boursièrement, l'Espagne qui redécolle. C'est vrai qu'ils ont fait des efforts pendant le Covid, il n'y a pas eu de quoi qu'il en coûte, donc ils ont morflé, entre guillemets, mais ça repart très bien. Et puis en Italie, là, on a fait des bonnes réformes, et là aussi, ça commence à payer. Je serais un peu moins optimiste sur la trajectoire espagnole et italienne, dans le sens où j'y vais souvent. L'écho que j'entends sur le terrain, c'est un peu moins optimiste. Ce qui a beaucoup aidé l'Espagne, c'est l'immigration. Ce qui aide comme par hasard l'Italie depuis 2 ans, c'est l'immigration. Il y a cette forte croissance de la population qui a énormément poussé, si vous voulez, à la hausse la demande, la consommation, la croissance nominale. Finalement, quel est le paramètre qui compte le plus par rapport aux trajectoires d'endettement? C'est la croissance nominale. C'est ce qui a beaucoup aidé aux États-Unis ces dernières années. C'est pour ça qu'il y a peu d'inquiétude sur la dette américaine et pourquoi on a un rythme record d'inflow sur les fonds de dette américaine. Et aussi en Espagne, ce qui a beaucoup aidé, c'est la croissance de la population, notamment liée à l'immigration d'Amérique du Sud. Ce qu'on aime, c'est vraiment les thèmes de long terme. Le réarmement en Europe, qui bénéficie le secteur bancaire, qui bénéficie aussi les petites et moyennes entreprises en Europe. Il y a aussi 2 thèmes à l'étranger que l'on pense qu'il faudrait jouer. Numéro 1, c'est ce rebalancement, ce rééquilibrage de la Chine d'une économie d'exportation vers une économie qui est boostée par la consommation. C'est pour ça aujourd'hui qu'en fait, tu parlais tout à l'heure d'animal spirit, l'esprit animalier, c'est ce qui se produit en Chine. Vous voyez en fait un fort rattrapage, non de la part des indices boursiers chinois domestiques. Parce qu'on avait en fait cette dichotomie qui se produisait depuis 1 an avec une bonne performance des indices boursiers chinois qui sont traités sur la partie offshore, c'est-à-dire les étrangers qui achetaient la Chine. Désormais, on a ce rattrapage de la partie onshore, les Chinois domestiques. Se remettent à la bourse ? Qui achètent la bourse. En fait, ça, c'était le pivot de l'an dernier, de septembre dernier. Ils ont peut-être été échaudés par l'immobilier, cela dit, ces derniers temps. En fait, c'était un moyen pour booster le moral des ménages chinois, qui, en fait, si on pense aux ménages chinois, c'est le ménage qui est le plus souffert dans la décennie 2020, avec les restrictions Covid qui ont duré jusqu'à fin 2022, début 2023. Ils ont eu 3 ans de lockdown. Et de l'autre côté, l'immobilier qui a baissé de plus de 30%. Là, ce qui a été ouvert en Chine, c'est vraiment de jouer en fait la partie boursière. Le dernier thème, je finis, c'est la fin de la déflation au Japon. Extrêmement important. Quel est le meilleur actif depuis le début de la décennie? C'est les bancaires japonaises qui sont en hausse de 350%. On pense que les bancaires japonaises sont un trade de long terme. La différence entre les bancaires japonaises et les bancaires européennes qu'on continue d'aimer beaucoup, les bancaires européennes, lorsque vous les achetez, elles sont au plus haut historique, en moyenne. Les bancaires japonaises, elles sont encore 70% en deçà de leur niveau de 1989. Malgré la hausse, vous le disiez, de plus de 200 à 300%. Bon, c'est vrai que là aussi, on partait de loin. Vous regardez du côté de la Chine, du Japon, comme Elias, du côté... Oui, surtout sur le tech. Je ne suis pas encore convaincu par le comportement de consommateurs chinois. Ou du boursicoteur chinois. Après, s'y mettent, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Ouais, la différence, c'est qu'ils spilent beaucoup sur les bourses. Et ils ont repris confiance là-dessus. Mais ce qu'il faut qu'on voit, c'est un rééquilibre de la dette immobilière pour les permettre de dépenser les 30% d'épargne qu'ils ont dans les ménages. 30%. C'est ça, minimum. Ouais. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas tout le filet de la sécurité sociale, les retraites, etc. Il n'y en a pas du tout, donc ils sont obligés d'épargner. Mais ça serait la clé pour qu'ils continuent à escroître à 5%. Ils ont besoin que domestiquement. Pour l'instant, ils ont très bien modifié leur marché d'export. Parce qu'on a vu que ça s'est effondré aux États-Unis, mais c'est venu ailleurs, c'est parti ailleurs en Asie, c'est venu en Europe. Ce qui peut être une source de déflation pour nous aussi. Donc, encore une fois, moi, je suis d'accord avec Mabrouk. Le BCE à la marge, surtout avec leurs prévisions
avant la remontée de la devise de 1,6% d'inflation l'année prochaine, et un marché qui ne presse que la moitié d'une baisse des taux d'ici la fin d'année. Donc, il reste encore un peu de souplesse là. Donc, on est exposé sur la partie courte de la courbe parce que le marché américain nous pollue un peu les treasuries sur la partie très longue de la courbe, mais on est confiant de rester sur la partie courte. Et plutôt cela, c'est pas grand risque. Mais sur la Chine, non, c'est surtout sur la tech. Le Japon, on avait investi surtout sur le secteur financier. On était sorti, donc je crois que selon ce que j'entends à côté, il y a encore de la marge. Il faut y revenir. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, en tout cas, sur ce qui se passe sur cette pleine marché. Des analystes, des économistes, des penseurs autour de la table, plutôt confiants sur cette rentrée à haut risque. Pas tant que ça, finalement. On garde le cap et on verra bien ce qui se passe. En tout cas, attention, marché un petit peu cher du côté des États-Unis. Et puis diversification, peut-être sur la Chine, peut-être sur le Japon. Merci, messieurs. Mabrouk Chetouane, Natixis, IM, Andrew Etherington, AXA IM, BNP Paribas et Elias Gallou, Bank of America. À très bientôt pour un prochain numéro de Smart Bourse. Nous, on continue dans un instant. C'est le quart d'heure américain. Et comme tous les lundis, c'est l'heure du quart d'heure américain. Que se passe-t-il du côté des États-Unis? On rejoint Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Fabrice, Happy Labor Day. Oui, vous êtes sur le pont malgré ce jour férié aux États-Unis, ce Labor Day, c'est l'équivalent du 1er mai, sauf que c'est un jour de rentrée pour nous. Oui, c'est un jour de rentrée. Je vous donne une information d'initié. C'est une très bonne journée pour aller acheter des barbecues qui sont soldés par Home Depot et tous les grands du bricolage. Puisque Labor Day marque la fin institutionnelle de l'été et la grande rentrée, et souvent le retour de forts volumes de transactions sur les places boursières, et peut-être aussi cette année d'une certaine volatilité. J'ai dans l'esprit beaucoup de périodes euphoriques en juillet-août où les institutionnels sont pas mal en vacances et où les petits porteurs se laissent emballer par l'euphorie, et puis il y a des réveils après Labor Day souvent. C'est vrai, on verra ça en tout cas. En général, c'est plutôt du côté du mois d'octobre que ça flanche un petit peu. Alors, 2 sujets aujourd'hui avec Pierre-Yves. Tout d'abord, Trump qui compte sur la Cour suprême pour valider sa révolution. Expliquez-nous. Alors, la Cour suprême n'aime pas être saisie systématiquement pour trancher de la constitutionnalité, et en particulier dans l'environnement particulièrement violent qu'impose la mise en place par Donald Trump de sa révolution. La Cour suprême insiste pour que tout le processus de première instance et d'appel soit épuisé avant qu'elle soit saisie. Malgré tout, il lui arrive d'être obligé de trancher, souvent au cours des dernières semaines, de manière temporaire, c'est-à-dire sur la base d'injonctions, sans rentrer sur le fond. C'est ce qui a été fait dans un certain nombre d'initiatives qui ont beaucoup surpris par leur caractère radical. Par exemple, en matière d'expulsion des immigrants supposés sans papier avec un minimum de traitement judiciaire de leur dossier individuel, en matière d'expulsion des forces armées américaines des personnels transgenres, en matière de réduction d'emplois importante dans des départements, dans des ministères américains, en matière de suppression ou de limogeage de plusieurs personnes de haute responsabilité dans des agences que l'on croyait indépendantes. Et le cas particulier, le cas extrême, bien sûr, est celui de la Réserve fédérale. Bien sûr. La Cour suprême a déjà tranché en disant que vraisemblablement, si le cas se présentait, la Maison-Blanche n'avait pas le pouvoir de limoger le patron de la Fed, mais la question se pose de savoir si la Maison-Blanche aurait le droit de le faire pour un gouverneur de la Réserve fédérale. Donc, il y a beaucoup de sujets importants qui ont été tranchés parfois de manière temporaire dans l'initiative de Donald Trump. Et puis, ce week-end est tombée la décision fracassante en appel d'une Cour fédérale qui, en gros, invalide le fondement juridique de 71% des droits de douane qui ont été imposés par Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche, et qui pose la question de la légalité, de la constitutionnalité
de cet énorme bouleversement des relations commerciales imposé par Donald Trump. La Cour suprême va-t-elle, comme le croit et comme l'espère la Maison-Blanche, valider cette prise de pouvoir radicale de l'exécutif qui est contraire à toute la tradition économique et juridique américaine? Ouais, on verra. C'est pas gagné en tout cas, mais c'est intéressant de voir quand même qu'il y a ces garde-fous aux États-Unis. Alors, on a l'impression que Donald Trump était vraiment tout puissant, et puis on voit que, la Cour suprême notamment va se rappeler à lui. Autre thème qu'on vient d'évoquer avec nos invités dans Planète Marché, Pierre-Yves, c'est justement ces valorisations boursières, on est à des sommets en ce moment. Certains nous disaient qu'on est déjà un petit peu cher, et ce malgré effectivement, comme vous l'avez dit, une Fed assiégée, de l'inflation. Des chiffres sur l'emploi qui ne sont pas folichons. On a l'impression qu'on marche un petit peu sur la tête en ce moment du côté des États-Unis. Oui, je suis agréablement surpris de l'optimisme que nos invités viennent de nous montrer, et peut-être que je vois le verre à moitié vide. Ce n'est pas tellement l'euphorie et les records ou quasi-records que l'on a sur les marchés d'actions ou sur l'or, encore que c'est parfois un peu contradictoire. Si on était si confiant dans l'avenir, pourquoi acheter autant d'or? Quasi-record aussi sur les cryptos. Est-ce que c'est compatible de miser autant sur des valeurs qui sont censées nous protéger de catastrophes avec les monnaies traditionnelles quand on est dans les cryptos? Je n'en suis pas convaincu, mais je suis un vieux. Les cryptos, probablement, c'est trop compliqué pour moi. Ce qui me frappe, donc, ce n'est pas tant le niveau d'euphorie, c'est l'euphorie dans un contexte où, par ailleurs, on a l'impression de danser sur un volcan, avec toutes ces questions constitutionnelles et toutes ces questions relatives à l'indépendance de la Fed, avec toute cette affaire incroyable de la remise en question de la validité des données fondamentales d'analyse de l'économie américaine en temps réel. Le département du travail va vendredi publier non seulement son estimation officielle des chiffres de l'emploi, des créations nettes d'emplois et du chômage, mais il va procéder à une révision traditionnelle des données des mois passés, qui est susceptible de bouleverser complètement ce que l'on croyait être l'évolution plutôt favorable de l'emploi depuis quelques mois, et qui peut-être va donner de nouveaux arguments à la Réserve fédérale pour abaisser son taux directeur le 17 septembre prochain. Dans cette situation d'incertitude anormale, et je ne parle même pas du renvoi du patron du bureau des statistiques, du bureau du travail par la Maison-Blanche, et de l'arrivée d'un nouveau venu qui nous annonce qu'il va faire des choses merveilleuses, mais pour l'instant, on ne sait pas trop quoi. Je suis surpris que cet optimisme continue. Le Wall Street Journal, ce matin, nous sort un indicateur que je n'avais jamais observé jusqu'à présent, que j'ai trouvé intéressant, qui fait la corrélation entre la totalité des chiffres d'affaires des 500 entreprises dans l'indice S&P 500 et qui les rapporte à la valeur de leurs actions. En gros, on est à 3 fois le niveau historique, qui est de 1,4% sur longue période. On est à plus de 3 aujourd'hui. C'est une manière de chiffrer, une manière de plus de chiffrer l'extrême valorisation accordée aux grandes sociétés américaines qui sont cotées en bourse. Je ne parle même pas du ratio prix-bénéfice sur la base des bénéfices anticipés pour les prochains mois, qui est de 22, alors que la moyenne est plutôt autour de 18. Et puis, il y a un argument qui me préoccupe, c'est celui qui consiste à dire la Réserve fédérale va baisser ses taux, donc il faut continuer de parier sur les actions parce que l'histoire montre que lorsque les taux baissent, les actions vont en profiter. Et la Fed va baisser ses taux parce que finalement, les droits de douane ne vont pas déclencher de dynamique d'inflation. Alors là, je voudrais faire un pas en arrière parce que si l'on observe l'argumentation de Michel Bauman et de Christopher Waller, qui sont les deux gouverneurs autour de la table du comité monétaire de la Fed, qui arguent pour cette théorie, qui semble-t-il est en train d'ailleurs d'emporter le morceau, ils disent les augmentations de droits de douane vont se répercuter de 3 manières. Les importateurs américains, c'est-à-dire les sociétés étrangères qui exportent vers les États-Unis, vont absorber une partie de ces droits de douane. Les acheteurs de ces produits importés vont réduire leurs marges, et puis
La troisième entité qui va payer les droits de douane sera bien sûr, in fine, le consommateur américain. Mais dans ce cas-là, cela veut dire que si l'on a peu de droits de douane parce que l'essentiel ne se répercute pas dans les prix, c'est qu'il y a au moins une partie des marges des entreprises, par exemple dans le secteur de la distribution, qui va en souffrir. Et je ne suis pas convaincu que cette réduction nécessaire des marges pour donner de la capacité à la Fed à baisser ses taux a été prise en compte par le marché. Effectivement. Juste reviens sur les chiffres de l'emploi. Vous avez dit qu'ils pourraient être révisés. C'est vrai que de notre point de vue, c'est toujours étonnant de voir comment cette dynamique peut s'inverser. Alors on l'a vu, hein, le messager n'est pas toujours le bienvenu, il peut être viré sur le champ. Comment on explique justement qu'il y ait ces écarts, Pierre-Yves Dugas, sur ces chiffres qui sont pourtant censés refléter un des facteurs marquants de l'économie? Alors, un scandale peut en cacher un autre. Le scandale qui a obsédé la presse américaine, et à juste titre, a été la décision incroyable de Donald Trump de casser le thermomètre et de renvoyer le patron du bureau des statistiques du département du travail. L'autre scandale, c'est que, tout de même, il faut quand même le mentionner, le bureau des départements du travail s'est massivement trompé sur les chiffres des créations d'emplois de mai, juin et juillet, et va procéder, on va le voir vendredi, à des révisions. Quelle est la principale explication qui a été donnée jusqu'à présent sur ces révisions? Eh bien, c'est qu'il y a 10 ans, les questionnaires qui sont distribués aux agents économiques, que ce soit les entreprises ou les particuliers, pour estimer d'un côté les créations d'emplois, de l'autre le taux de chômage, ce questionnaire, on y répondait à peu près à 70%. Et puis est intervenue la crise du Covid, et les gens suscités pour ce questionnaire ont cessé de répondre. Maintenant, le taux de réponse est tombé à 40%. Dans ce contexte-là, les statisticiens du bureau des statistiques économiques du département du travail sont obligés de procéder à des extrapolations, à des estimations. En outre, on a coupé un petit peu leur budget et les points de référence régionaux dont ils disposaient sont maintenant moins nombreux. Voilà les explications qui sont fournies jusqu'à présent pour expliquer cette étonnante différence et ces étonnantes corrections. Et quand vous dites qu'un scandale peut en cacher un autre, ça veut dire qu'on pourrait de nouveau avoir des révisions tout aussi spectaculaires dans un sens ou dans l'autre? Oui, alors, vous vous souvenez qu'une des dispositions, d'ailleurs de bon sens, suggérée par M. Elon Musk à l'époque où il faisait de la politique à Washington, était de fusionner le bureau d'analyse économique de BIA, qui dépend du département du commerce, avec le bureau des statistiques du département du travail. Le département du travail, en gros, s'occupe de l'indice des prix et des chiffres relatifs au travail, donc l'emploi et le chômage. Le BIA calcule en particulier le PIB et l'indice des prix des dépenses de consommation, le PCI, qui est concurrent du CPI, qui lui dépend du département du travail. Fusionnons tout ça pour fabriquer une espèce d'INSEE à l'américaine, serait une possibilité pour que tous ces statisticiens travaillent un peu plus la main dans la main. Ah ben pourquoi pas. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Merci Pierre-Yves Dugas pour cet éclairage en direct des États-Unis. On vous retrouve très prochainement dans Smart Bourse. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, nous réécouter. N'hésitez pas à vous abonner et à nous noter. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes si vous aimez cette édition. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Très bonne soirée à tous.